à ce colloque pour voir ce qu'il s'y dit, auquel d'ailleurs on n'avait pas eu l'idée de me convoquer alors que moi je connaissais fort bien Canguilhem. Il a été... Ah mince, alors j'ai perdu. Non, j'ai perdu quelque chose que j'avais noté. C'est ça. Je connaissais fort bien Canguilhem, je l'ai eu. Il était inspecteur général, ce qui est très curieux pour un philosophe. Il était ancien élève de l'école normale. Il a vécu assez longtemps, puisqu'il était contemporain de Sartre. Il est né en 1904 et il est mort en 1995. C'est un méridional. Il avait un accent du Midi. Il était né à Castelnaudary et il avait un accent méridional, c'était assez rare. C'était un homme assez original qui a eu une vie curieuse parce qu'il a, ou tout au moins assez rare dans l'enseignement, puisqu'il a été connu comme philosophe, mais d'autre part, il avait passé un doctorat en médecine et il est célèbre à cause justement de sa connaissance de médecine, des écrits qu'il a fait sur la vie. Ils sont réunis sous le titre de Connaissance de la vie d'ailleurs, et également sur le normal et le pathologique. Dans sa vie, il a eu une vie très active, puisque pendant la guerre, c'était un ami de Cavaillès, de Jean Cavaillès, qui est connu parce qu'il est mort, ayant été arrêté, il est mort pour fait de résistance, il a été arrêté, il est mort pendant son arrestation, sous les coups de la Gestapo, et lui, c'était un ami de Cavaillès, et il a été arrêté également, mais je ne sais pas comment il a fait. Il s'est échappé, enfin il a échappé à l'arrestation, ou il a échappé après l'arrestation, ou au moment même, et il a fait de la résistance active. Il y a des gens qui ont été résistants d'idées comme intellectuels, comme Sartre par exemple, ou De Santi, mais lui a été actif, il a véritablement fait des coups de main dans les... Il a même eu, comme on donnait à cette époque, comme il y avait une sorte d'armée secrète ou de grade pendant la résistance, une sorte de résistance armée, il a été donc un philosophe actif, un philosophe armé, un philosophe qui a fait le coup de main et qui a participé à des batailles réelles. Alors ensuite, il a été très curieusement, parce que c'était un esprit très libre, assez curieux, assez caustique. On voit d'ailleurs que dans son écriture, il y a toujours des traits, il a des traits assez vifs, assez ironiques ou allusifs. De sorte qu'il n'était pas commode, il était quelqu'un qui n'était pas commode dans ses réactions et dans ses jugements. Il était souvent ce qu'on appelait dans l'enseignement quelqu'un d'assez vache, mais il a été d'ailleurs, ce qui est très curieux, inspecteur général de l'enseignement. Mais d'autre part, contradictoirement aussi, parce que c'est un homme dont l'existence et la pensée ont toujours été assez paradoxales. C'était un homme très aimable, en fait. Il était assez vache, assez ironique, assez à l'emporte-pièce, mais d'autre part très aimable. Peut-être que son accent méridional lui donnait un aspect aimable, parce qu'il y a quelque chose de jovial dans l'accent méridional. On l'entend d'ailleurs, je ne sais pas, on va se transporter, Christian,
puisqu'il n'y a personne, on va se transporter dans ce colloque sur Cavaillès. Ils en ont un là. Sur Canguilhem. Ils avaient organisé ce colloque sur Cavaillès, sur Canguilhem. Je dis Cavaillès parce que c'était un ami de Cavaillès, et il a contribué à l'édition d'un texte de Cavaillès. Il était moins mathématicien, pour en revenir à cela, que Cavaillès, mais il s'était intéressé pour les sciences, mais lui c'était les sciences biologiques et la médecine. Le seul, alors, ce sur quoi, en quoi il a été important dans ce domaine-là, il a écrit, et il a peu écrit, et il a écrit sous une thèse qui s'appelle Le normal et le pathologique, qui a été faite, d'ailleurs très curieusement, cette thèse a été soutenue pendant la guerre, alors qu'il était dans la résistance, mais je pense qu'il a passé dans la résistance active après 1943, parce qu'il a soutenu sa thèse en 1943, thèse qui était à la fois en philosophie et en médecine. Et il a soutenu, et il a réédité dans un texte de médecine qui date de 1950, qui a été publié sous la forme d'un livre, parce que la thèse elle-même avait été soutenue sous une forme de thèse. Je ne sais pas si elle a été publiée chez un éditeur, tandis que son œuvre même a été édité, ça s'appelle Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Alors, je ne vais pas faire de cours là-dessus, je dis simplement que l'intérêt de l'œuvre de Canguilhem, qui est consacré essentiellement à la vie et au concept de vie, et à la conceptualisation, si l'on veut, de la vie, c'est d'établir un pont entre les études biologiques et les études médicales et la connaissance philosophique de la vie. De sorte qu'il a ses écrits en théorie des sciences ou épistémologie portent d'une part, ils sont divers, mais ils ont été condensés sous une petite forme qui s'appelle connaissance de la vie, et ça porte d'une part sur la réhabilitation de la notion de vitalisme. Le vitalisme, qui est un concept qui avait été manié dans l'Antiquité ou dans une époque antérieure à la philosophie de Galilée et la philosophie de Descartes, s'opposer au mécanisme, à la théorie rationaliste de Descartes, et était considéré comme, dans ce domaine, donc en s'opposant au rationalisme cartésien représenté par le mécanisme dans l'explication de la vie, était représenté comme un irrationalisme, est professé par un certain nombre de savants qui ont été rejetés à la Renaissance et surtout au XVIIe siècle comme ceux qui descendaient de la philosophie aristotélicienne et qui perpétuaient la pensée aristotélicienne, et également celle de Plotin, sous la forme de ce vitalisme de la Renaissance, représenté en particulier par Van Helmont, représenté par Paracelse, et rejeté par la pensée moderne, représentée par Descartes, et la pensée rationaliste, en particulier, et mécaniste du XVIIIe siècle. Mais le vitalisme en tant qu'introduction d'un concept de vie qui était irréductible à l'explication du fonctionnement du vivant uniquement par les lois de la mécanique
appliquées en physique et en chimie, physique galiléenne, physique newtonienne, chimie de Lavoisier, a continué à persister en médecine, y compris chez les tenants de la médecine expérimentale comme Claude Bernard, ou plus récemment, mais dans cette lignée, un médecin qui est connu par sa lutte essentiellement contre la douleur comme Le Riche, ou d'autres médecins de cet ordre, repris par Bergson, d'ailleurs, dans sa lutte contre son opposition au mécanisme dans l'évolution créatrice. Et un des aspects intéressants de la pensée de Canguilhem, c'est d'avoir repris cette notion de vitalisme, de lui avoir donné un sens positif contre l'irrationalisme, en montrant qu'elle est une notion qui n'est pas possible d'éliminer lorsqu'on veut comprendre le caractère spécifique des phénomènes du vivant. Donc il y a la reprise en compte du vitalisme, mais sous un aspect nouveau qu'il relie essentiellement à une pensée, à une science et à une philosophie. Et à une philosophie moderne, comme une forme, celle de Goldstein en particulier, forme d'un structuralisme qui considère le vivant dans son environnement, dans son milieu, relié également à une philosophie phénoménologique comme celle de Merleau-Ponty, ou par-delà celle de Husserl, avec la notion également de milieu, en allemand de Umgebung, c'est-à-dire environnement, d'une école moderne de biologie dont le nom le plus connu, parce qu'il a été pour les gens actuels, parce qu'il a été repris également par Deleuze, est celui de Huxley, qui a étudié en particulier la spécificité du vivant. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas s'il est allemand ou s'il est danois. La spécificité du vivant. Donc Goldstein, également, qui est connu pour son étude sur l'unité de l'organisme, et qui sont au fondement donc d'une nouvelle perspective qui n'est plus celle du mécanisme pur et simple dans la perspective cartésienne, qui n'est pas non plus celle d'un vitalisme qui considérerait qu'il faut faire appel à des principes spirituels ou animiques pour expliquer la vie, mais qui sont fondés sur une nouvelle forme d'expérience du vivant et de son milieu, de l'organisme vivant pris dans sa totalité et dans l'originalité de ses réactions. Voilà un des premiers aspects de la pensée de Canguilhem, qui a, dans ses cours, dans plusieurs articles, qui a développé cette idée que l'on pourrait appeler celle d'un nouveau vitalisme, tout en mettant de ce mot entre guillemets, et qui a eu une très grande influence, en particulier sur des penseurs qui ont été eux-mêmes les auditeurs ou élèves de Canguilhem, comme Foucault ou Gilbert Simondon, dont la pensée était héritée sur ce plan-là de celle de Canguilhem dans les études de connaissance de la clinique et également dans
l'histoire de la folie qui a été dirigée d'ailleurs par Canguilhem en tant que thèse de philosophie, et Gilbert Simondon. Je ne sais pas s'il a eu Canguilhem comme étant un directeur de thèse, mais enfin qu'il a travaillé également dans ce sens, dans son étude sur la formation de l'individu. Donc, premier point, le vitalisme, un concept nouveau du vitalisme, introduit dans les études médicales, biologiques, et prenant un sens et redonnant sens à un certain nombre d'orientations de pensée, sinon anti-cartésiennes, du moins extra-cartésiennes, en particulier comme celle de Leibniz ou comme celle de Diderot au XVIIIe siècle, qui, tout en étant rationaliste et définissant un rationalisme moderne, n'ont pas suivi exactement le mécanisme cartésien. Le second point qui est lié à celui-ci, d'ailleurs, c'est l'étude de la formation de l'individualité, c'est-à-dire la conceptualisation de la relation du vivant et de son milieu, de la formation de l'individu et également de l'articulation, ce qui est le plus important peut-être, de la pensée sur la vie. C'est-à-dire un des points de la vision de Canguilhem, de la refonte complète qu'il a faite entre les rapports entre la médecine et la philosophie, c'est cette relation qu'il y a entre l'individu vivant et la pensée, la pensée comme étant une production de l'individu vivant, n'étant pas coupée de lui, n'étant pas d'un ordre qui est radical. Également, c'est une opposition aussi au cartésianisme. La pensée qui chez Descartes est d'un ordre tel qui forme une substance séparée, tandis que par rapport à la matière qui est pure extériorité, pure spatialité, tandis que pour Canguilhem, et dans la ligne de pensée qu'il définit, la pensée est quelque chose qui est à étudier dans la continuité du vivant. La notion on peut trouver d'ailleurs quelque chose de semblable dans la pensée également de Merleau-Ponty, dont l'œuvre, que ce soit dans Phénoménologie de la perception, surtout Psychologie du comportement, qui est une œuvre sur laquelle Canguilhem s'appuie, qu'il a lue au moment où il a fait sa thèse, parce que la phénoménologie de la perception, je crois, n'était pas encore développée, est un texte qui articule les concepts de la biologie et les concepts de la pensée, en montrant leur liaison, la continuité qu'il peut y avoir de l'un avec l'autre. Voilà, alors dans cette ligne, d'ailleurs, se trouvent des études qui sont des études monographiques sur la conceptualisation de la pensée médicale tout au courant de la période moderne, autour de la notion de cellule qui apparaît comme étant le concept dominant dans le domaine de la compréhension de la vie au XIXe siècle, mais qui est précédé auparavant de notions qui sont également en liaison
avec cette formation de la cellule. Au XVIIIe siècle, la notion de la fibre vivante, la texture du vivant dont le support matériel est considéré comme étant une substance ou une matière fibreuse, et également le milieu matériel dans lequel le fluide, en quelque sorte matériel d'un type spécifique, dans lequel cette structure fibrée, plus tard, à partir de la fin du XVIIIe et du début XIXe siècle, la structure cellulaire qui va se substituer à ces conceptions antérieures et qui seront également en rupture avec une conception d'un mécanisme purement physique qui serait fondé sur des conceptions purement cartésiennes, purement physiques, purement géométriques, purement spatiales de l'action et de la substance matérielle. Et par conséquent, il y a quelque chose qui est également dans le domaine de l'étude du vivant en rupture avec un certain nombre de conceptions régnantes dans le domaine des sciences physiques, mais qui d'autre part, d'ailleurs, aura tendance à se fondre dans des conceptions plus générales d'une unité de la matière et d'un devenir de la matière dans les études de la physique, de la biologie moléculaire, dans les études qui sont fondées sur la communauté de structures de l'information dans le domaine de la matière vivante et de la matière non vivante. Donc il y a tout un développement qui n'est pas contradictoire avec celui-ci, qui n'est pas étudié d'une façon spécifique par Canguilhem, mais auquel il donne du point de vue une justification et des fondations du point de vue épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la théorie et du devenir de la transformation des sciences. Dans ce domaine, du point de vue épistémologique, il y a là aussi une reprise en compte de conceptions purement philosophiques ou qui paraissent d'abord étrangères à la conception purement matérialiste de l'explication de la vie, qui se retrouveront dans les concepts matériels qui sont fondés dans la biologie, comme ceux de la cellule, en particulier une étude très intéressante sur la relation entre les conceptions atomiques antiques, les conceptions de la monade dans la pensée de Leibniz et celle de la formation, de l'explication de la vie par la formation cellulaire au XIXe siècle. Tout cela qui a fait l'objet de ce que l'on pourrait appeler justement une reprise en compte, un éclaircissement donné par Canguilhem à ces conceptions qui sont certainement étrangères et antérieures à la biologie scientifique contemporaine, mais qui ont été reprises, qui ont été transformées, qui ont eu une influence réelle, bien que latente, sur son orientation. Et alors le dernier point, puisque le premier serait donc le vitalisme et l'opposition à une explication de type strictement physico-chimique et cartésien. Le second point, c'est cette histoire avec ses différentes variations, ses allers-retours, depuis en particulier dans la pensée
dans la pensée moderne depuis la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, et la formation de la pensée, d'une part de la pensée cellulaire et d'autre part de la relation entre le vivant et son milieu. Et le dernier aspect, je schématise, donc effectivement il y a d'autres aspects, d'autres études qui demanderaient à être prises en compte et qui complexifient un peu la pensée et les orientations de Canguilhem. Mais on peut schématiser sous cette forme. Le troisième aspect, c'est peut-être celui qui a été le plus célèbre parce qu'il regroupe l'ensemble de ces points et pose un problème qui n'est plus simplement biologique, mais qui s'étend à l'ensemble de la vie, de son orientation, du regard ou du jugement qu'on peut porter sur elle, et qui est le normal et le pathologique, qui a donné lieu justement à sa thèse, et qui est une étude ou un ensemble d'études critiques à l'égard de la normalité de l'appréciation également que l'on peut avoir du caractère ou non pathologique de la normalité, de l'extension des concepts de normal, d'anormal, de maladif, de pathologique, en montrant la relativité de ces notions, en montrant la liaison que peuvent avoir ces notions avec l'appréciation des milieux dans lesquels peut exister le vivant, la relation entre le vivant et son milieu, de nouveau, et qui peuvent se résumer justement sur la forme que on ne peut pas considérer d'une façon objective comme un absolu la normalité du vivant et sa pathologie, étant donné les formes de transformation, les modes de transformation, les adaptations diverses, la relativité des appréciations. Donc le normal et le pathologique entrent dans un ensemble qui ne peut pas être l'objet d'une connaissance scientifique objective, mais est l'objet d'un concept qui est à la fois d'appréciation sociologique, morale et biologique, et qui fait que le normal prend son origine non seulement dans une appréciation d'ailleurs de conscience, mais à l'intérieur même d'un dynamisme de la vie. La vie est dans son essence, dans son origine, dans son évolution, quelque chose de normatif. Elle ne peut pas être comprise en dehors d'un certain nombre de valeurs qui la mettent dans la situation d'être soumise aux appréciations du sujet qui est soumis, qui est l'objet d'une appréciation subjective de santé ou de maladie. Le normal qui a été souvent confondu avec ou l'anormal, je veux dire plutôt, qui a été souvent confondu avec le différent, et le différent qui a été également frappé d'anormalité ou de pathologie font partie des conditions de la vie elle-même. La vie elle-même évolue entre une perpétuelle oscillation
de normalité et d'anormalité dans la mesure où elle existe dans l'individuel ou le singulier et non pas dans la généralité d'un principe. Il n'y a dans la vie que des différences et que des individus. Il n'y a pas de généralité qui permette de dresser un tableau de la normalité absolue comme de la normalité absolue. J'y reviendrai d'ailleurs par des analyses ou lectures de textes, mais je termine là-dessus parce que peut-être l'orientation des études de Canguilhem est-elle fondée sur cette considération, sur ce qui peut être considéré comme l'aboutissement et à la fois la concentration de ces recherches. Au fond, il est certain que s'il a consacré sa thèse à ce problème du normal et du pathologique, c'est que se concentre là un ensemble qui définit à la fois le caractère spécifique de la biologie, de la médecine et son orientation, c'est-à-dire le normal et le différent, enfin le normal et le différent, l'anormal et l'étrange et l'insolite, le jugement de valeur et le jugement de réalité, c'est-à-dire l'appréciation d'un fait. Il est certain que l'insolite, l'anormal qu'il vaudrait mieux nommer à ce moment-là anormal, selon une terminologie que Canguilhem reprend à son compte, mais qui est une terminologie plus ancienne qui ne s'est pas implantée dans la langue. L'anormal est souvent identifié, je veux dire, on identifie sous la forme d'anormal souvent ce qui est en fait l'anormal, c'est-à-dire ce qui correspond à une différenciation. L'anormal, c'est ce qui est exceptionnel, qui est insolite, ou différent. Et qui est mis sur le même plan que l'anormal, qui dépend d'une valeur, c'est-à-dire qui est une différence et une appréciation, qui est une appréciation dans le fonctionnement ou une dépréciation. Et l'anormal qui est considéré comme étant d'un rang inférieur ou pathologique. Or, cette classification du pathologique, de l'anormal, du pathologique ou de l'inférieur est quelque chose qui est pris dans un ensemble complexe, dans une intrication, on pourrait dire si on peut utiliser ce mot, qui est un peu rare, un peu bizarre, mais enfin ils sont mélangés l'un avec l'autre de telle sorte que très souvent on passe de la différence ou de l'originalité à la normalité, à la dépréciation et à la pathologie. C'est dans ce contexte que Canguilhem introduit son analyse différentielle très subtile sur les distinctions que l'on doit faire à la fois dans le domaine purement médical et le domaine de la pathologie physique
et également, et surtout d'ailleurs, dans le domaine de la pathologie psychique. Et il y a peut-être dans ce domaine-là qu'il a montré le plus d'originalité dans son orientation critique, et que son œuvre a eu une influence la plus grande sur la pensée de Michel Foucault en particulier, dans son Histoire de la folie, ou dans ses autres œuvres, La vie des hommes infâmes, ou l'origine de la psychiatrie, etc., dans l'ensemble de ses cours, pour montrer comment ou dans Surveiller et punir également, comment ces concepts se sont mélangés et ont constitué ces catégories qui ont été soumises à la fois au jugement moral, au jugement social, à l'enfermement ou au contrôle social, sous les formes dans les différents aspects de la psychiatrie, de la psychopathologie, etc. Je termine sur ce plan-là parce que il pourrait servir également d'introduction en attirant l'attention sur le début de sa thèse de médecine sur le normal et le pathologique. Je ne sais pas si ça se trouve dans la première édition, mais je crois, puisqu'il dit qu'il a repris dans la deuxième édition de 1950 ce qu'il avait mis dans son édition originale de sa thèse de 1943. Dont le thème est justement cet essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, qui d'emblée entre justement dans le vif du sujet et fait apparaître d'une façon, d'une façon qui sera éclaircie petit à petit, mais qui, au premier abord, n'est pas totalement explicité, ce problème de la relation entre le normal, l'anormal, le différent, le pathologique, ce qui doit être donc l'objet d'une appréciation ou d'une dépréciation, ce qui doit être soumis à une thérapie ou non. C'est un peu le style de Canguilhem qui est toujours très elliptique, très serré et qui laisse souvent qui procède souvent par allusion plutôt que par excès de développement, ce qui en fait l'intérêt justement et qui en fait la valeur suggestive. Je ne lis que la première phrase parce que c'est elle qui me semble intéressante et qui pose une question relativement à l'orientation, à la pensée, aux intentions de Canguilhem et à la signification de son texte. Le problème, c'est l'introduction de ce texte. Le problème des structures et des comportements pathologiques chez l'homme est immense. Un pied-bout congénital, un inverti sexuel, un diabétique, un schizophrène posent des questions innombrables qui renvoient finalement à l'ensemble des recherches anatomiques, embryologiques, physiologiques, psychologiques. On peut s'étonner de voir, c'est une thèse qui est soutenue devant la faculté de médecine
de Strasbourg. On peut s'étonner de voir à l'heure actuelle mentionner un pied-beau congénital, un inverti sexuel, un diabétique, parce que ça fait effectivement étrange du point de vue du lecteur actuel. Mais c'est intéressant pour nous parce que cela nous renvoie à une période qui, pour vous, est révolue et archaïque, ou sinon préhistorique. Pour des gens comme moi, ne l'est pas du tout, parce que c'est que l'inversion ou homosexualité faisait partie des maladies définies par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il est intéressant que, s'adressant à une assemblée de médecins, on fasse appel à une maladie qui appartient à un domaine qui nous paraît à nos yeux un petit peu étrange, mais qui est parfaitement inscrit en 1950 et dans les cadres des maladies, au même titre que les maladies biologiques ou que la folie ou maladie mentale. Donc la phrase de Canguilhem ici, dans sa condensation, annonce déjà quelque chose qui sera au centre de sa pensée critique, sur lequel malheureusement il n'épilogue pas peut-être selon le lecteur actuel. On aurait aimé qu'il fasse des notes et qu'il explique davantage justement cette association, puisque il ne s'en est jamais expliqué, il n'a jamais donné d'édition. Il est mort en 95, comme je vous disais, donc il aurait pu le faire, mais il n'a jamais donné d'édition plus complète de cet ouvrage. Et lorsqu'il est revenu sur ce problème, il n'a pas explicité d'une façon précise cette association qu'il avait faite entre un pied-beau congénital, un inverti sexuel, un diabétique, un schizophrène. C'est ce qui pose peut-être un problème dans la pensée, dans la lecture que l'on peut avoir de Canguilhem, parce que il est certain que du point de vue personnel et dans sa pensée intime, Canguilhem n'a jamais considéré qu'un inverti sexuel pouvait être un malade, ni un malade mental, ni un malade biologique, au même titre qu'un pied-beau congénital ou un diabétique ou d'autres malades, de maladies qui peuvent être recensées par le corps médical. Donc cette abstention ou comment pourrait-on dire, ce n'est pas une omission, c'est cette élision ou cette illusion, à mon avis, est assez significative. C'est-à-dire que peut-être nous donne-t-elle un sens de l'ensemble de l'orientation de son étude sur le malade, sur la maladie, sur le normal et le pathologique. Dans un texte plus récent, qui est celui de Connaissance de la vie et qui s'appelle Le normal et le pathologique, il termine son texte par des considérations sur la normalité en général, ou le pathologique en général, en étendant jusqu'au domaine de la pathologie mentale, en
en établissant un rapport non pas avec l'homosexualité, l'inversion, mais avec la folie en général, c'est-à-dire en étendant cette notion d'anormalité, de critique de la normalité à la folie elle-même, qui voudrait, c'est ça, qui voudrait soutenir en matière de psychisme humain que l'anormal n'obéit pas à des normes. Il n'est anormal peut-être que parce qu'il leur obéit trop. Thomas Mann écrit « Il n'est pas si facile de décider quand commence la folie et la maladie. L'homme de la rue, le dernier, à pouvoir décider de cela. Et combien plus perspicace nous paraît Thomas Mann, lorsque par une rencontre sans doute voulue avec Nietzsche, il prononce « Il faut toujours qu'il y en ait un qui ait été malade ». C'est extrait du docteur Faustus. Il faut toujours qu'il y en ait un qui ait été malade et même fou pour que les autres n'aient pas besoin de l'être. Sans ce qui est maladif, la vie n'a jamais pu être complète, etc. De sorte que l'orientation générale de ces réflexions de Canguilhem sur le malade, sur le normal et pathologique, c'est bien la mise en question du normal lui-même, et à plus forte raison la mise en question du différent. On pourrait se poser la question, mais je ne la poserai pas parce que ça serait même encore considéré comme étant une allusion mal intentionnée à l'égard de Canguilhem, si Canguilhem n'a pas écrit tous ses livres, parce que lui-même, pour la défense de l'homosexualité, c'est-à-dire que lui-même aurait été homosexuel. Je n'en sais rigoureusement rien d'ailleurs, je dois dire que je l'ai connu personnellement, c'était un homme très aimable, mais je ne sais pas du tout quelle a été ses orientations sexuelles ni sa vie privée. Mais j'aurais tendance à poser la question parce que, surtout à l'époque où il écrivait cela, il était extrêmement difficile de parler de l'homosexualité. Foucault lui-même ne l'a fait que fort tard et ne l'a pas fait du tout lors de ses premiers écrits ni de ses thèses. Barthes ne s'est résolu à parler de l'homosexualité également que fort tard, vers la fin de sa vie, non pas qu'il pensait mourir, puisqu'il est mort accidentellement, donc la fin de sa vie ne veut rien dire du tout, mais enfin, ça veut pas dire qu'il aurait eu l'intention d'en parler avant de mourir. Non, mais c'est du point de vue du temps, simplement c'est fort tard qu'il a, et presque accidentellement, qu'il a été amené à parler de son homosexualité. Donc il y avait beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait, et même explicitement, même quelqu'un qui a été connu très explicitement comme homosexuel, comme Jean Cocteau, n'a parlé d'homosexualité d'une façon ouverte et explicite, que d'une façon, n'en a jamais parlé, veux-je dire, et n'en a parlé que d'une façon clandestine, dans un livre blanc qui n'a jamais été officialisé de son vivant et qui n'a été diffusé sous son nom qu'après sa mort. Par conséquent, il y a beaucoup de probabilités, sinon de probabilités, de possibilités que Canguilhem ait parlé ad hominem et qu'il ait voulu, par une sorte d'allusion ou d'incidente un peu ironique, introduire par provocation dans une thèse soutenue devant une faculté de médecine une interrogation mystérieuse, relativement ou bien fondée de l'insertion
de l'homosexualité ou de l'inversion parmi les maladies mentales. Il n'aurait pas été d'ailleurs le seul, puisque là, quand je dis qu'on ne pouvait pas poser cette question, si déjà dès 1900, déjà avant la guerre de 14 et surtout après 1920, Hirschfeld avait posé le problème de la sous la forme d'une question, précisément adressée au corps médical sur la pathologie de l'homosexualité. Question à double sens d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'abord de dégager l'homosexualité, de la libérer de sa réprobation et de sa condamnation pénale, et d'autre part, et civile et sociale, mais en même temps de la porter sur le plan de la pathologie, et à partir du plan de la pathologie, de la porter sur le plan de la différence. Et donc vous voyez, il y a trois aspects, c'était la condamnation, quatre aspects même, parce qu'il y a la condamnation explicite dans le domaine du code pénal, il y a la réprobation dans le domaine du social, il y a le classement dans le domaine du médical, du pathologique, ce qui est encore fait d'ailleurs à l'heure actuelle pour des déviations d'ordre sexuel comme la pédérastie ou pédophilie, puisqu'elle est classée parmi les maladies, puisqu'elle est considérée comme pouvant recevoir des soins et recevoir un traitement médical. Et ensuite, il y a l'appréciation sur le plan de la simple anomalité ou différenciation qui, à la limite, se confond avec, quand Guilhem le note d'ailleurs, mais sans mentionner ce problème de sexualité à propos de Leibniz, avec le fameux principe des indiscernables de Leibniz. Il n'y a pas d'indiscernable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le vivant en particulier de choses identiques l'une à l'autre, ni dans le vivant animal, ni dans le vivant même au niveau végétal, puisque c'est la célèbre recherche par les gens de la cour du roi de Prusse de feuilles semblables dans le jardin de Sans Souci, je crois. Donc il y avait différents degrés, différents stades dans cette appréciation des stades que parcourt, d'ailleurs dans son étude Canguilhem, en montrant comment il y a à ces différents niveaux des confusions qui conduisent et qui entraînent les jugements du sens commun, les jugements ordinaires et même du sens commun, et également aussi les jugements scientifiques à l'emporte-pièce qui sont portés sur ces questions. Il faut puisqu'on le photographie, que je montre justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent cela, que l'Organisation mondiale de la santé a émis le jugement, un jugement depuis 1950, justement sur ce problème de l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas une maladie. L'homosexualité, je le lis, a été couramment considérée comme une maladie par les psychologues et les médecins de la fin du XIXe siècle. C'est Magnus Hirschfeld qui, dès 1931, tente de démontrer que l'homosexualité est constitutionnellement déterminée, innée et non modifiable.
Maintenant, là, à ce niveau-là, il y a la question est peut-être plus complexe, puisque tout en la considérant comme ne relevant pas du domaine médical, Hirschfeld n'affirme pas qu'elle n'est pas traitable. De la même façon, les psychanalystes n'ont pas considéré qu'elle était une maladie. Chez Freud, on ne dit pas qu'elle soit une maladie au sens propre, mais cependant, elle peut être traitable. Tandis que dans le cas de cette affirmation de la maladie mentale, c'est quelque chose c'est une prise de position différente, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à la maladie, donc elle ne doit pas être, elle n'est pas traitable d'une part, et donc elle ne peut pas être soignée, elle ne relève pas de la compétence médicale. Bien sûr, le débat est toujours d'actualité. Je continue à lire cette notice que j'ai trouvée purement et simplement sur l'Internet, dans une notice établie par l'Encyclopædia Universalis et reprise par Wikipédia. Mais désormais, on ne considère plus l'homosexualité comme une maladie mentale, comme une anomalie mentale. Elle est isolée de toute symptomatique, parce que là également, on franchit peut-être des stades qui ne sont pas toujours franchis par le corps médical ni par tout le monde. Parce qu'on dit que d'une part, la maladie est une manière de dépénaliser. Bon, donc il y a dépénalisation donc de l'homosexualité à ce moment-là, mais en même temps, elle peut être une maladie. Mais si elle n'est pas une maladie, elle peut être également quelque chose comme étant une anomalie, parce qu'une anomalie n'est pas nécessairement non plus une anormalité. Ça peut être une anomalie, mais qui n'est pas quelque chose qui est purement différentiel et qui n'est pas nécessairement pathologique. Donc il y a peut-être là des choses qui seraient à compléter du point de vue de l'analyse entre le pathologique, l'anormal et l'anomale. Elle est isolée de toute symptomatologie psychopathologique, comme l'affirmait le psychiatre américain Brill dès 1913. Il affirmait donc qu'elle est isolée, il n'affirmait pas qu'elle était liée à une symptomatologie psychopathologique, il affirmait dès 1913 qu'elle était isolée de toute symptomatologie psychopathologique. Dans le domaine psychanalytique, c'est moins sûr, c'est moins précis. Il est certain que si l'on voit les écrits de Freud, qui datent d'ailleurs d'avant 1913, étant rangée parmi les stades, elle est rangée à la fois parmi les perversions et en même temps parmi les stades psychologiques, psychopathologiques. Non, les stades de l'évolution normale, c'est moi qui me trompe, de l'évolution normale du psychisme. Donc elle n'est psychopathologique que si elle ne suit pas, que si elle résiste à l'évolution de ces stades. Elle ne serait psychopathologique selon la conception psychanalytique que la conservation d'un stade antérieur dans un stade intégratif, dans un stade ultérieur de l'évolution du psychisme.